Bon, on a déjà fait la présentation de Tizi, donc on va peut-être pas forcément. Même si Ah, t'en as pas trop parlé, mais vous avez aussi un studio à Paris, du coup. ouais, on a aussi un studio à Paris. Ouais, on a ouvert l'antenne. Bah, je crois que c'est à toi que je te l'ai dit tout à l'heure. On a ouvert l'antenne à Paris en 2020 et on a ouvert un studio là cette année. Donc on a un studio qui est à peu près similaire à celui-là, mais on l'a pensé comme un décor de cinéma. Donc en fait, il y a un décor d'un côté et un décor de l'autre. Ce qui fait qu'on peut vraiment changer complètement l'environnement, un décor plus clair, un décor plus foncé. Et du coup, ça permet de s'adapter un peu aux différents clients qu'on a, quoi. Parce que pour le luxe, on va avoir quelque chose de très clair, très épuré. Et puis Hmm. pour les podcasts filmés, un truc plus sombre et tout. Donc il est plus modulable qu'à Lyon. C'est pour ça qu'on a envie de changer le décor, du Bah oui. coup, de celui de Lyon aussi, quoi. Et on en a pas parlé aussi de ton parcours. Tu viens de la vidéo à la base ou comment t'as créé en fait Tizit comment t'es arrivé à Tizit du coup? Bah écoute, moi je suis à la base, en fait j'ai fait des études dans le management de sportifs de haut niveau, D'accord. rien à voir. Et j'ai eu la chance d'accompagner des pilotes de Formule 1 en fait, enfin un pilote de Formule 1. Ok, on change le thème du podcast. En fait, on va parler de ça. En fait j'ai accompagné des pilotes de monoplace, c'était deux frères, deux Français, et ils cherchaient quelqu'un pour les accompagner sur le côté management de leur carrière, quoi. Et en fait, ça a bien fité et ils m'ont dit: «Bah, vas-y, on fait un mois d'essai» et puis au final, on est parti et à l'époque, ils étaient en F3, donc dans l'antichambre de la F1 et en fait, en 3 ans, il y en a un des 2 qui est allé en F1 en titulaire, donc dans des équipes de bas de tableau, mais bon, c'était Il quand même s'appelait comment du coup? Charles Pic, D'accord, Charles Pic, ouais, ouais, très bien. et son petit frère Arthur Pic qui lui était en GP2 et donc du coup, je me suis occupé d'eux, pendant 6 ans en gros, donc rien à voir avec, Quoi comme étude pour devenir manager de pilote de Formule 1? bah, c'est un mas non, mais j'ai eu vraiment de la chance, hein. Oui, oui. Ouais, après, j'ai eu vraiment la chance de les rencontrer parce que j'aurais pu finir, tu vois, dans une salle de sport. J'en sais rien. Mais du coup, je les ai rencontrés et c'est pile poil le moment où ils avaient besoin d'être accompagnés, tu vois, parce qu'ils commençaient à être professionnels, mais c'était pas encore non plus, ils s'étaient pas rémunérés pour ça et tout ça. Et en fait, ça a matché direct et puis on a commencé et puis après ils sont montés petit à petit et ça l'a fait quoi. C'est une belle expérience quoi. Et en fait, à la base, Tizit, c'était pas une agence vidéo, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est qu'on avait lancé une application qui permettait de voir en live les événements culturels que tu as dans ta ville. Ok. Donc en fait, l'idée c'était tu te connectes sur une app et tu peux voir le sucre, le transbo, enfin tout en live quoi. Et on a lancé ça avant le Covid évidemment. Donc, on a eu pas mal d'utilisateurs actifs dès le début, mais en fait, on galérait un petit peu à vendre le modèle aux lieux culturels, parce que pour eux, la vidéo, c'était pas encore, à cette époque-là, c'était pas du tout un sujet. Et en fait, on a commencé donc à développer des caméras qu'on intégrait dans les lieux. Et au moment où on commence à déployer le modèle, on avait signé le Sucre, je crois, Transbo, Ninkasi, enfin quelques lieux. Et c'est le Covid. Donc, donc là, on se retrouve avec notre techno qui est développé et notre savoir-faire sur la vidéo et le live stream, mais pas de clients en face, plus d'événements, plus rien. Donc on s'est dit, bah on va changer de cible, on va passer sur du corporate, quoi. Et donc là, en fait, est née l'agence en même temps que on a aussi un produit en fait qui s'appelle le Live Boost qu'on intègre chez le client qui permet d'avoir un mini studio de création de contenu en fait à demeure avec une qualité professionnelle. Donc on a transformé la techno de base qui était pour les lieux culturels en une techno du coup bah, Pour les boîtes. pour les boîtes, ouais, pour les entreprises, pour les entreprises. Et donc est née l'agence à ce moment-là quoi. Voilà. Super intéressant. Bah, j'ai bien fait de te poser des questions. Elle n'était pas prévue celle-là, mais j'aime beaucoup. C'est ça. Bah ouais, mais en fait c'est que ça nécessite beaucoup d'énergie quoi. Et en fait on s'est rendu compte que la cible des lieux culturels c'était quand même une cible qui était complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Ils ont donc forcément en fait tout ce qui est com et market c'est pas leur priorité quoi. Et du coup, maintenant, voilà, on est trop occupé avec ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est mais l'idée était cool. Enfin, à chaque fois que je dis, si je peux à chaque fois que je pitch l'idée d'avoir une appli qui te permet de voir en live un peu tout ce qui se passe dans une ville, tout le monde me dit: «Putain, on aimerait trop avoir ça». Hmm. Mais bon, accessoirement, ça a pas si bien marché. Faut faire des Pendant choix. le Covid, il y a eu genre des concerts, mais genre sur écran, ce genre de choses. Il y a eu Ouais, ouais, bah, pendant le Covid, justement, parce qu'on a quand même pas lâché le morceau tout de suite. En fait, on a fait un live tous les soirs pendant les 3 mois de confinement ou 2 mois de confinement, je sais plus. Tous les soirs, on avait un live multicam où on avait un artiste en fait qu'on mettait en live sur notre plateforme. Et du coup, ça avait bien marché parce qu'on avait bah, personne n'avait rien d'autre à faire. Évidemment. Mais bon, au final, il n'y avait pas de modèle économique derrière, donc on s'est dit à un moment donné, ça nous a fait plaisir, mais ça sert à rien, quoi. Faut changer de cible, quoi. Donc le fameux pivot, quoi. Ok. Donc,
Évidemment, question, on en a beaucoup parlé de la vidéo là déjà ce soir, mais c'est devenu aujourd'hui, comme tu le disais, avec beaucoup de marques que tu accompagnes, d'entreprises que tu accompagnes, un levier qui est devenu incontournable pour beaucoup. Tu as l'émergence évidemment de YouTube qui a fait exploser ce format-là sur le web. Ouais. En quoi aujourd'hui c'est devenu pour les entreprises en tout cas un élément incontournable? Qu'est-ce que tu retrouves un peu chez tes clients qui misent sur ce format-là? Bah, je pense que de toute façon, j'ai pas vraiment besoin de vous convaincre sur le format vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même bien démocratisé, mais bah, de toute façon, toutes les plateformes aujourd'hui, elles poussent quand même la vidéo en priorité. LinkedIn, un peu plus timidement, mais bon, ils ont quand même changé leur mise en avant des vidéos sur mobile, tout ça. On sent qu'il y a quand même, ils ont fait des tests. Je sais pas si vous avez vu les A/B tests où ils avaient mis un onglet vidéo. Donc, on sent que voilà, toutes les plateformes, elles vont quand même vers la vidéo. C'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est un format qui bah, est le mieux pour humaniser une com. Donc, voilà, on montre des gens, donc ça permet vraiment d'humaniser, puis de montrer aussi d'expliquer des process ou des produits, des solutions un peu complexes d'une manière un peu plus simple que par écrit. Donc, forcément, le format vidéo, c'est un peu le format clé. Et on se rend compte qu'il y a quelques boîtes qui commencent à vraiment bien prendre le sujet et qui arrivent à sortir vraiment du lot grâce à la vidéo. Ça nécessite d'avoir une stratégie qui est bien définie et bien rodée. Mais je pense que si les boîtes ne prennent pas le virage de la vidéo, ils vont finir par être invisibles en fait, parce que il y a forcément des concurrents qui vont se lancer, et qui vont faire de la vidéo, qui vont être partout et qui vont être dans la tête des gens, quoi, en fait. Donc, je pense que la vidéo aujourd'hui, enfin, quand on est une entreprise, on est un peu obligé de mettre le pied dedans et de le faire bien en fait, parce que l'idée c'est pas de faire de la vidéo, parce que il y a beaucoup de concurrence sur tous les médias qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut se démarquer, il faut faire des contenus créatifs, il faut faire des contenus qui sont incarnés, et je pense que aujourd'hui c'est un peu indispensable, ouais, c'est un peu un incontournable dans une stratégie marketing et com d'une boîte, quoi. Et le côté personal branding aussi, Ouais. qui est hyper important Mm. aussi. Ouais, clairement. Bah, sur LinkedIn, on voit que de toute façon, les boîtes, elles ont de moins en moins de visibilité. L'algorithme, il pousse de moins en moins les contenus des entreprises. Donc, on voit que les CEO qui prennent en main le sujet, qui investissent là-dedans, parce que c'est du temps et puis de l'argent parfois, et ben, ils font la différence, quoi. Il y en a qui arrivent à sortir vraiment de leur secteur d'activité, qui se mettent en avant, et d'un seul coup, bah, en fait, en termes de business, il y a un impact qui est énorme. Donc, il y a un vrai sujet sur le fait d'investir à la fois en tant que boîte, mais aussi en tant que personne, quoi. Sur le personal branding, quoi. Et tu parles justement de stratégie vidéo. C'est quoi aujourd'hui une bonne strat vidéo? Ça veut dire quoi en fait concrètement? C'est des boîtes qui disent on veut gagner en visibilité, on veut faire du business. C'est quoi les enjeux derrière en termes d'objectifs? Voilà, il y a plein de formats disponibles. Comment on définit une stratégie vidéo si je pars de zéro dans une boîte? Bah déjà, nous, ce qu'on essaye de voir, enfin, on voit souvent l'erreur, c'est que les boîtes, quand elles veulent se lancer dans la vidéo, elles se disent, bah, qu'est-ce qu'il faut acheter comme caméra, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout le point de départ. Et il y en a qui se disent, bah, tiens, on va faire une vidéo de temps en temps, mais comme ça, parce qu'il faut faire de la vidéo, et finalement, bah, ça marche pas, quoi. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut déjà en interne essayer de structurer une organisation qui fait que bah, déjà on peut déployer une stratégie vidéo. Donc, il faut au moins identifier une personne qui va porter un peu le projet en interne, qui va insuffler la culture vidéo, quoi, en interne. Et parce qu'en fait, il y a une nécessité d'identifier en interne les bons speakers, donc ceux qui vont pouvoir incarner les messages, de les former, de les sensibiliser. Il y a tout un process aussi bah, stratégique à déployer. Et donc, s'il y a personne en interne, que ça soit une production qui est gérée par l'entreprise ou externalisée à une agence, il faut quand même qu'il y ait un point de départ, Mm. quelqu'un qui structure un peu la démarche en interne, quoi. Et donc ça, c'est un peu le point de départ. Et après, bah, c'est comme toute stratégie marketing, enfin stratégie de contenu, il faut définir un objectif. Donc, est-ce qu'on veut faire de la conversion, du lead gen? Est-ce qu'on veut faire bah, éduquer un peu notre audience? Enfin, ouais, il y a plein de sujets. Le recrutement aussi. Mm. Donc, il faut déjà définir l'objectif. Une fois qu'on a défini l'objectif, bah, faut affiner un peu le persona, la cible. Mm. Donc, savoir à qui on va s'adresser, parce que l'idée, c'est quand même d'intéresser cette audience-là. Après, ça permet de définir les canaux. Donc, sur quoi on va diffuser nos vidéos. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est LinkedIn? Souvent, les boîtes, elles veulent faire un peu tout, sauf Mm. qu'elles font tout mal. Donc, Oui. nous, en général, on essaie plutôt de leur conseiller de choisir un ou deux médias qui sont prioritaires par rapport à la cible qu'ils ont identifiée, quoi. Et une fois que tout ça est bien rodé, bah, on va pouvoir définir les formats. Donc là, les formats, bah, voilà, il y en a plein qui existent, mais aujourd'hui, il y a plein de formats qui fonctionnent pour d'autres entreprises, donc il ne faut pas essayer non plus de réinventer la roue. Mm. Et il faut se concentrer sur quelques formats qu'on va déployer en série derrière et qui vont permettre du coup d'avoir des résultats sur le moyen long terme. Mais
Mais c'est vrai que les formats one shot, ça marche pas, quoi. Ouais. Nous, on a plein de boîtes qui viennent nous voir en nous disant, on veut faire une vidéo pour nos 10 ans, on a 50 000 euros de budget. Voilà. En général, on essaie de leur dire que cette vidéo-là, elle va pas avoir d'impact. Parce qu'en fait, il y a plein de messages dedans. Ils veulent tout. Ils veulent à la fois faire de la marque employeur, ils veulent faire promouvoir leurs services. En fait, ça marche pas. Donc nous, ce qu'on essaie de leur dire, c'est qu'on utilise les 50 000 euros de budget et avec, on crée 1 an de contenu, en fait, qui vont vous permettre d'avoir 5 fois plus de résultats, en fait, beaucoup plus de retour sur investissement, quoi. Et en plus, je le vois, évidemment avec, tu vois les smartphones aujourd'hui, on peut faire des belles vidéos, on vend des micros, sans fil qui se connectent au téléphone et bref, tu peux faire des choses, hyper cool. Ouais. Bon, après ça c'est effectivement, c'est du travail un peu amateur, mais ça permet en tout cas sur certains formats de lancer au moins des choses. Après entre internaliser, externaliser, bon ça c'est plus des questions je pense pour des grosses entreprises. Mais quand même l'enjeu derrière si tu veux, c'est quoi, d'externaliser? C'est quoi les gains potentiels? On en a déjà un peu parlé, notamment ici avec votre studio. Tu as tout qui est dispo, le setup est là, tu arrives, c'est clé en main, c'est top. Ouais. Mais tu vois d'autres avantages aussi à pouvoir externaliser cette partie-là? Après, c'est vrai que nous, on voit surtout des boîtes qui ont essayé d'internaliser et qui se sont un peu plantées en fait Ouais. aussi. Donc, en fait, il y a des avantages et des inconvénients des deux options. Mais il y a des boîtes qui ont essayé d'internaliser sans avoir assez de ressources en interne. Nous, franchement, le conseil qu'on donne, on est une agence, mais à nos clients qui veulent internaliser, parce qu'on a déjà créé des studios chez d'autres clients. Mais en fait, s'ils n'ont pas assez de ressources qui vont être capables de gérer à la fois toute l'organisation, toute la structuration d'un calendrier éditorial, de génération des scripts et tout ça, et toute la partie tournage, montage et tout ça en interne, en fait, ça marche pas. Ils n'arrivent pas à tenir la régularité parce que les équipes, elles sont déjà saturées par plein de sujets. Et donc, au final, ils finissent par pas tenir la régularité, pas avoir de résultats, faire des contenus qui sont pas visibles, quoi. Donc, je pense que les boîtes qui ont les moyens de structurer une vraie équipe une espèce de petite agence vidéo en interne, là, ça marche. On voit des Swile, on voit des Alan, Agicap. Voilà, ils ont 4-5 personnes dédiées à la vidéo. Le groupe Seb aussi, par exemple, qui crée beaucoup de contenu. Eux, ils ont 4-5 personnes pour ça, quoi. Donc là, c'est efficace, ça marche parce qu'ils ont les ressources. Mais après, quand on a peu de ressources, je pense que parfois, c'est quand même bien d'externaliser tout en essayant d'optimiser, comme je vous disais tout à l'heure, d'optimiser les tournages. Ça optimise forcément le budget. En fait, réserver un studio, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même moins coûteux parce qu'on va créer plein de contenus et le coût par vidéo, il va à la fin être moins élevé. Donc, il y a des moyens d'externaliser sans que ça soit trop cher. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut aussi prioriser dans un premier temps. Et ça permet surtout de garder la créativité d'une agence qui voit des dizaines de clients différents dans des secteurs d'activité différents. Donc, il y a aussi un recul qui est différent et qui va permettre d'avoir un aspect créatif aussi un peu plus poussé. Donc, je pense que les deux sont intéressants. Ce qui marche pas mal et ce qu'on voit le plus dans les boîtes, c'est un format un peu hybride. C'est qu'il y a des petits formats assez simples qui vont être faits en interne à l'iPhone, comme tu disais, et ça marche très bien. Et puis, ils vont nous solliciter pour d'autres plus gros formats, du podcast, des webinaires, des formats qui nécessitent forcément, en termes de technique, un dispositif plus élevé. Et ça marche plutôt bien. Il y a même des boîtes qui, en fait, comme toi, tu me disais tout à l'heure, il y a des boîtes qui tournent les contenus avec leur iPhone de leur côté et qui nous envoient les rushs et nous, on gère toute la partie post-prod. Parce que la post-prod, c'est souvent le plus gros sujet dans les entreprises. Donc, tu vois, on leur fait des forfaits, 50 heures de post-prod, 100 heures de post-prod, ils ont un suivi. Et en gros, nous, ils nous envoient les vidéos et on décompte au fur et à mesure en fonction de ce qu'on produit, quoi. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de format. J'imagine que ce soit B2B ou B2C, il y a beaucoup de social, B2B, LinkedIn, B2C, Insta, TikTok. Ça, à mon avis, c'est un peu les formats un peu clés pour l'année 2026. C'est déjà cette année, mais je pense que ça a tendance à s'amplifier. Et potentiellement le live, peut-être. C'est quoi un peu les formats à prioriser là sur 2026? C'est ça, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de grosse révolution sur les formats. Je pense que les formats qui marchent aujourd'hui, c'est les formats courts, donc les formats de preuve, tout ce qui est témoignage client. Il y a tout ce qui est use case, donc ça permet un peu de démontrer notre savoir-faire. Après, on le voit aussi sur on a des clients qui nous disent, nous, on fait des témoignages clients, on veut plus en faire parce que ça marche pas, quoi. Ok. Et en fait, quand tu vois les témoignages clients,
tu comprends pourquoi ça marche pas. Parce qu'en fait, le témoignage client, c'est 15 secondes de motion design, d'animation de leur logo, alors qu'aujourd'hui, on sait que les gens, quand ils scrollent, ils ont besoin d'avoir un truc Tout de suite, qui c'est leur percutant. donne envie. Donc, on parle du hook, quoi, de l'accroche. Donc, on voit déjà qu'il y a ça sur la vidéo. Et en fait, dans la vidéo, les questions, elles sont pas du tout bien travaillées. Tu vois, à aucun moment donné, ça met en valeur ce que la boîte a apporté à son client. Alors que c'est le premier truc à mettre en avant. Donc, en fait, des fois, un tout petit réglage sur soit la qualité du format, soit le fond, en fait, va changer complètement la performance du contenu, quoi. Et donc, voilà, les formats courts, ça reste un format qui est top. Il y a des formats éducatifs aussi, les FAQ en vidéo qui marchent bien. Il y a plein de formats comme ça, tout ce qui est format court, en tout cas, qui fonctionne bien. Et après, en effet, il y a les formats longs, donc plus en live stream. Et là, c'est pareil en fait que les formats courts. On a aussi des clients nous qui viennent nous voir en nous disant bon, on a fait un webinaire, ça n'a pas marché, mais en fait c'est logique parce que derrière déjà ils n'avaient pas une logique de série, donc ils ont fait un webinaire comme ça parce qu'ils se sont dit il faut faire un webinaire, mais du coup ça peut pas marcher. Et surtout autour du webinaire il y a toute une stratégie à déployer en fait, donc s'il n'y a pas une prospection un peu multicanal qui est fait avant sur la cible pour leur pousser cette thématique-là et du coup qu'il y a un vrai travail d'acquisition d'une audience sur l'inscription du webinaire, ça marche pas, quoi. Et si le webinaire en plus n'est pas qualitatif, derrière tu vas pas le réutiliser sous des formats courts, etc. Donc le webinaire c'est un bon format si on le déploie de la bonne manière, quoi. Donc déjà, forcément, s'il y a une bonne qualité d'image et de son, ça aide, quoi, parce que ça crée une expérience qui est meilleure. Il y a évidemment le sujet qui est à travailler et à pousser à la bonne audience, et puis avoir une vraie stratégie autour d'acquisition d'audience, en fait, parce que sinon, ça marche pas. Mais les deux formats, en gros, c'est en 2026, je pense que ça va être ça. Le format live, il a cet avantage de pouvoir recycler plein de contenu derrière, d'avoir le format long, mais aussi plein de shorts en fait qu'on va pouvoir extraire sur LinkedIn, sur YouTube Short et tout ça. Donc je pense que ça va rester un peu sur ce genre de format et que l'enjeu il va pas être sur révolutionner les formats qu'on va déployer, mais plus sur la qualité de ce qu'on va produire, à la fois sur le fond et sur la forme, quoi. Et justement, là, tu parlais on a beaucoup parlé on va dire de la forme, mais dans le fond aussi, la manière de construire une vidéo, Ouais. c'est hyper stratégique. Tu parlais du hook tout à l'heure, justement sur l'aspect social. Sur TikTok, on voit bien que les premières secondes, que ce soit même aussi LinkedIn, les gens scrollent beaucoup, donc c'est hyper important. Ouais. Tu as d'autres conseils un peu à donner comme ça sur construire une bonne vidéo, en fait, c'est comment on construit une belle vidéo. Tu vois, aujourd'hui, on parle de copywriting dans la partie écrite, je sais pas, sur une page ou sur un article. Est-ce qu'il y a la même chose en vidéo? Est-ce qu'il y a un peu des formules magiques en vidéo? Alors, il n'y a pas de formule magique, mais il y a Dommage. des process à respecter, Ok. ça c'est sûr. Déjà, nous, on voit souvent l'erreur de boîtes qui font que parler d'elles, en fait. Et c'est vrai que ça intéresse pas grand monde, en fait, finalement. Il y a personne qui cherche ça sur Internet. Et il y a une citation qui dit les gens se soucient de leurs problématiques et pas de votre solution. Et je trouve que c'est ultra vrai, quoi. Donc en fait, le fait de parler de soi, je pense, nous sommes leaders du marché, nous sommes ci, nous sommes ça, et ça marche plus, quoi, clairement, surtout avec un ton très corporate. Enfin, les gens sont pas intéressés par ce genre de sujet-là, quoi. Donc ce qui est important, c'est déjà de créer des contenus qui sont tournés vers l'audience, en fait, et qui vont vraiment intéresser l'audience cible, quoi. Donc ça, c'est un peu la base, quoi. Après sinon, en effet, il y a le fait le hook comme tu disais, l'accroche en fait, l'audience, les audiences aujourd'hui, on est tous pareils, hein, sur nos réseaux sociaux, on scrolle, et donc le temps d'attention, il est un peu fragmenté et tout ça. Donc c'est très important que dès les premières secondes, on ait une accroche qui donne envie d'aller voir la suite du contenu, quoi. Donc ressortir un peu l'élément clé de la vidéo, de la thématique, dès le départ, et c'est ça qui va donner envie d'aller voir le reste, quoi. C'est ce que fait très bien d'ailleurs Légende. Ils ont une accroche très forte. Oui. Voilà, ils vont souvent tout de suite être sur le cœur des 20 minutes de podcast, et ils vont le mettre en un format court, et c'est ça qui donne envie en fait aux gens d'aller voir le format long, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Après, il y a l'incarnation, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est vrai que si on fait une vidéo super belle, mais que derrière on a choisi un speaker qui est pas à l'aise, qui est stressé, qui va jamais regarder la caméra, ou on va sentir qu'il est pas à l'aise, forcément le message il va pas passer, quoi. Ça va pas être bien transmis. Donc ça, c'est un vrai sujet d'identifier en interne, ou parfois en externe quand il n'y a pas en interne, mais d'identifier des gens qui vont être capables d'incarner les messages à faire passer dans les vidéos.
Et pour ça, on le disait, il faut aussi essayer d'accompagner en fait les collaborateurs ou les personnes qui vont incarner le message pour qu'ils puissent monter en compétences aussi. Mais en général, dans les boîtes, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui a l'appétence, qui a envie de le faire, ou qui a un talent caché mais qu'on ne savait pas. Et en fait, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui peut le faire et qui va apporter vraiment de la valeur sur le contenu, quoi. Et puis, il y a un dernier point, c'est aussi le recyclage. Ouais. Ça, c'est un truc, on en a parlé déjà tout à l'heure pas mal. Je pourrais partager un peu moi aussi comment je fais ça, mais c'est clé. En fait, on tourne un contenu, ça a un coût, mais derrière, en fait, le recyclage de ce contenu, de le découper, de le réexploiter, ça aussi, c'est la clé, en fait, aujourd'hui pour y arriver. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que c'est central en fait le recyclage des contenus et penser les contenus justement pour pouvoir Pour les oui, c'est ça, décliner oui. d'autres. Mmh. En fait, faire du multicanal et en même temps du multiformat. Et ça, c'est vraiment la clé. Bah, déjà parce que ça permet aussi de réduire les coûts accessoirement. Avec un tournage, on est capable de faire des différents contenus sur différents canaux. Ça, c'est pertinent. Et surtout, ça permet de tenir la régularité parce qu'on le voit en fait aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, quoi. Ouais. Il faut être présent, il faut avoir un maximum de points de contact avec notre audience. Et pour ça, il faut beaucoup de contenu, quoi. Donc le fait de recycler, c'est hyper important. Et puis voilà, on va penser peut-être un format long pour YouTube, et puis finalement, on va aussi le décliner en format court sur LinkedIn, YouTube Short, et puis après, on va aussi faire un format peut-être best-of qu'on va passer en newsletter, par exemple. Tu vois. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment avec un format de pouvoir toucher plein de canaux et de recycler un maximum les contenus, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, l'idée que j'en fais, en fait, du tournage qu'on a fait ici, c'est de dire que on a un webinar, on essaie de rendre le truc un peu plus quali que juste avoir des têtes, donc de personnes qui sont derrière un écran et avec une qualité qui est moyenne. Donc d'avoir un studio, de tourner un format assez long de 30, je crois que c'était 30 minutes qu'on avait fait, 30-35 minutes, et puis de le diffuser en mode webinar, donc pour que les gens l'assistent, le regardent, etc. Puis après de découper et donc de mettre la vidéo longue sur YouTube et de découper après en short. Et je faisais tout à l'heure, là, on a démarré, nous, la chaîne YouTube, elle était complètement morte, on l'a relancée, on a mis toute notre vidéo dessus, on a retravaillé les titres, on a retravaillé les descriptions, on a remis le truc vraiment nickel. Et là, le troisième short, 1200 vues, comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, du coup, ça, en fait, l'algorithme, on a mis le mot IA dedans, donc on le disait tout à l'heure, on en rigolait. Évidemment, si tu mets le mot IA, d'un coup, l'algorithme, il te kiffe beaucoup plus. Mais voilà, et derrière, cette exploitation est intéressante parce que ce short, on peut le réutiliser aussi sur LinkedIn. Comme tu disais, on en fait un article. Dans cet article, on va remettre encore ces parties un peu stratégiques aussi en invitant les gens à aller voir la version longue. Dans une newsletter, on va reparler de ça et puis on va dire, bah tiens, allez aussi voir la version longue. En fait, en un contenu de 30 minutes, on en a fait des dizaines et des dizaines de contenus qui nous a permis de toucher une audience beaucoup plus large que juste le webinar. Et en fait, derrière, l'impact, il est maximum. Ouais, carrément. Et ça, franchement, pour moi, c'est une clé, en fait, dont on en a parlé aussi tout à l'heure. Faire moins, mais mieux, c'est un enjeu pour toutes les directions marketing. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement à faire différents sujets, à mettre. Voilà, la vidéo, c'est un morceau de plein de choses qu'on fait au quotidien. Mais malgré tout, ça reste un format intéressant et leur exploitation, elle est clé derrière. Ah, c'est clair. Et c'est quoi un peu l'impact de l'IA justement, vous, dans votre métier? Parce que moi, tu vois, par exemple, j'utilise des outils qui vont me permettre de faire certaines choses en vidéo. Comme tu disais tout à l'heure, on tourne à l'iPhone et derrière, on va faire un petit montage sympa, on va mettre une description, on va faire le sous-titrage. Mais concrètement, aujourd'hui, il y a aussi des solutions qui te disent, bah, en gros, on va te faire ta vidéo complète avec un faux personnage, mais qui incarne qui est une vraie personne, mais que tu lui fais dire ce que tu veux, etc. Donc, toi, du coup, c'est hyper challenging en fait pour toi, pour ton métier. Comment ça se passe en fait par rapport à ça? Oui, carrément. Bah, c'est vrai que c'est un sujet qui à la fois fait peur aussi pour nos métiers, enfin tous les métiers créatifs, quoi. Forcément, moi en interne, tu vois, j'ai eu du mal à intégrer l'IA parce que bah il y a beaucoup de créatifs dans l'équipe et forcément ils ont l'impression qu'on va remplacer leur travail. Après, moi, aujourd'hui, mon point de vue, et ça reste très personnel, je pense pas que l'IA, elle va remplacer le travail de nos créatifs. Mais par contre, c'est vraiment un levier, en fait, pour augmenter leur créativité, en tout cas, challenger aussi leur créativité et leur productivité. On le voit sur plein de sujets. Nous, sur toute la chaîne, en fait, de création d'un contenu, bah, ça nous aide à tous les niveaux, en fait. En amont, sur la partie stratégie, bah, ça va nous aider à avoir de l'information qu'avant, on mettait beaucoup de temps à aller chercher. Quand on a un client qui vient nous voir, bah, on fait forcément une étude de concurrence, on fait une étude de leur positionnement un peu sur internet et tout ça. Et donc là, ça nous permet en fait d'avoir ces informations-là avec des rapports en fait qui sortent beaucoup plus facilement. Enfin, on est capable de structurer toute une presse complète avec un audit qui est quand même pertinent.
en quelques minutes, alors qu'avant, ça nous prenait vachement de temps. Et vu qu'on travaille avec des clients sur la durée, ça nous permet aussi, avec des automatisations qu'on a structurées, d'avoir des mises à jour en fait de ces contenus et aussi un audit de positionnement des concurrents qui va se mettre à jour en fait régulièrement et qui va nous permettre en fait d'avoir régulièrement de l'information pour voir un petit peu comment se situe notre client par rapport à son marché, quoi. Et ça, c'est déjà hyper pertinent. Et ça, c'est l'IA et plus des automatisations qui permettent de le faire. Après, ça nous aide beaucoup sur l'idéation créative. Quand on a un client qui a un objectif, voilà, on va challenger des idées. Et c'est vrai que parfois, l'IA va nous sortir des trucs qui vont nous mettre, en tout cas, la puce à l'oreille créative, nous donner une idée en fait que nous derrière on va développer, quoi. En fait, ça va pas nous remplacer, mais ça va vraiment aider à itérer et à nous permettre d'être plus créatifs et à faire plus de choses plus rapidement, quoi. Un storyboard, par exemple, nous, on a besoin de faire un storyboard quand on fait des vidéos type film d'entreprise. Ça nous prenait des fois une semaine de faire un storyboard. Entre la création des illustrations, la création du support et tout, c'est très long, quoi. Et aujourd'hui, en fait, on fait des storyboards hyper beaux, hyper poussés, qui nous prennent 2 heures, quoi. Donc en fait, on gagne du temps et on passe moins de temps sur des choses qui ont moins de valeur en fait, et on passe plus de temps sur des choses déjà qui motivent les équipes finalement, c'est là où ils apportent de la valeur. Et donc c'est un vrai levier. Donc ça c'est tout l'avant-projet. Mais après sur la partie production, Le sous-titrage, non? Sous-titrage, c'est quand même incroyable. Interprétation, traduction, langue, voilà, c'est jamais parfait parce qu'il faut repousser un peu. Mais au moins, tu as un gain de temps qui est colossal. Un temps qui est fou. Pareil, même on teste des outils qui nous permettent de simplifier le dérushage. Des fois, on va faire un after movie sur un événement, on a 1 téra de rush, quoi. Enfin, on a pris toute une soirée de rush, et en fait, trier ça prend 2 jours aux équipes, quoi. Ouais, pas de valeur ajoutée pour eux. Enfin, en plus, c'est pas agréable de faire ça. Donc là, on essaie de tester des outils un peu sur mesure, qu'on retravaille nous pour essayer d'identifier, tu vois, avec un trombinoscope, les personnes à mettre en avant, des choses comme ça. Donc, on essaye de trouver des solutions pour gagner du temps sur des choses comme ça qui n'ont pas de valeur. Sur le découpage aussi d'un format long, on va avoir des IA maintenant qui sélectionnent des passages qui sont pertinents parce que voilà, il y a le transcript qui est fait, il peut sélectionner les bons moments et puis derrière, ça fait gagner du temps, quoi, parce que se taper les 2 heures des fois d'un live, ça prend du temps. Donc sur ça nous aide beaucoup. Sur la post-production aussi, ce qui est intéressant, c'est sur les effets vidéo. On peut faire des effets, des effets dignes d'un studio hollywoodien, quoi. Maintenant, c'est ça qui est impressionnant. En fait, tout ce qui était effets spéciaux, en fait, qui était réservé vraiment au cinéma ou qui était très complexe à produire. Des fois, on a des vidéos où on nous demande, la dernière fois, c'était, faut que notre CEO, il arrive d'une navette spatiale et qu'il arrive en gros sur Terre et tout ça. Donc en fait, tout ça, faire ça en animation, en motion design ou même en VFX et tout, c'est un travail colossal et qui se facture une fortune en fait, parce qu'il y a beaucoup de temps. Et là maintenant, en fait, on peut faire ça, mais hyper rapidement. Donc ça change quand même vraiment la donne sur cette partie-là. Après, avoir une vidéo complètement produite en IA, pour l'instant, à part en formation où il n'y a pas vraiment un enjeu, que ça soit vraiment incarné par un humain et tout ça, je vois pas trop le truc quand même encore. Mais par contre, sur enrichir une vidéo existante qu'on aurait tournée, aider les équipes à être plus créatives et à gagner du temps, ça oui, et pour le coup, on l'utilise à fond, quoi, et c'est vraiment un levier incroyable, quoi. Même en traduction au niveau de la voix, ça marche pas encore. Si, tu peux cloner ta voix et en fait, une vidéo, elle va être en 15 langues, alors que le faire avant, ça coûtait une fortune, en fait, quoi. Donc ça permet aussi de rendre beaucoup plus accessible le contenu à des audiences internationales, et ça, c'est un vrai levier, quoi. Mais du coup, j'ai une vraie question là qui sort un peu du cadre, mais qui m'intéresse, c'est que d'un point de vue du business model, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, tu allais le facturer très cher, donc peut-être tu avais moins d'entreprises qui allaient le prendre. Aujourd'hui, tu le factures du coup moins cher, mais du coup, est-ce que ça n'a pas un impact sur ton business model en fait parce que tu dis là, tu parles beaucoup de gain de temps, etc. Donc ton client il dit maintenant, en fait, avant de faire le sous-titrage d'une vidéo, c'est une ligne sur la facture qui était énorme, donc là, du coup, c'est réduit. Non, parce qu'en fait, il y a chez tous nos clients, il y a la même problématique. Ils ont tous envie de faire plus de contenu. Ils n'ont pas assez de budget pour le faire. D'accord. Donc en fait, nous, on réduit un petit peu le budget de ce qu'on va produire et on leur permet d'en faire beaucoup plus. Ok, je comprends. Donc en fait, on a le même niveau de chiffre d'affaires. C'est juste qu'on va produire plus de contenu que ce qu'on faisait avant. Ok.
Et pour le coup, tout le monde est gagnant parce qu'eux, ils ont plus de visibilité. Et du coup, ça leur donne envie d'en faire encore plus. Et puis, on a plus de travail. Après, il y a aujourd'hui des agences 100% IA qui se montent, on le sait, et c'est en train de changer notre métier. Donc, nous aussi, on reste connectés à ça. Pour l'instant, on n'a vu aucun cas d'usage qui nous permettait de nous dire on fait qu'une vidéo à 100% IA, à part pour de la formation, voilà, des petits budgets, des choses comme ça. Mais on reste connecté à ça parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va peut-être avoir un petit pôle en interne qui sera un pôle d'artistes IA en fait, et leur boulot ça va être de bien savoir utiliser les IA parce qu'on le voit, les entreprises aujourd'hui elles peuvent pas avoir enfin t'as vu toutes les IA vidéo qu'il y a entre Kling, Sora 2, Runway, enfin bref il y en a des dizaines, et presque pour mettre une vidéo entière bout à bout il faudrait que tu utilises 3 ou 4 IA différentes et tout. Donc je pense pas que les boîtes elles vont se dire maintenant on arrête de bosser avec les agences de prod, mais plus elles vont peut-être bosser avec des agences qui savent bien les utiliser, qui ont toutes les licences, un peu comme des agences SEO qui ont les SEMrush, les machins comme ça. Donc je pense que notre métier il va un peu se transformer, mais on n'est quand même pas à l'ère de la vidéo 100% IA parce qu'en fait on va perdre aussi en humanisation, enfin on va perdre en incarnation. Enfin voilà, les gens ils ont envie de voir le CEO de la boîte, ils ont envie de voir des collaborateurs, ils n'ont pas envie de voir un clone IA quoi. Enfin ça, on va enlever complètement l'intérêt en fait du format. Donc on n'y est pas encore. Mais par contre, c'est un vrai levier, quoi. Ouais. Après, on le voit, je pense, peut-être tu confirmeras, mais sur de l'acquisition, notamment les gens qui veulent produire de la vidéo à grande quantité pour du e-commerce, etc. Là, pour le coup, tu vois, sur du produit, des choses comme ça, effectivement, de sortir des dizaines et dizaines de vidéos pour faire de l'acquisition payante et tout ça. Tu fais avec de l'IA, là d'un coup tu as une capacité d'avoir des créas en fait très différentes, variées, mais c'est différent en fait. Je pense que tu auras plusieurs types de vidéos comme on le disait tout à l'heure, avec des objectifs différents. C'est ça. Et en l'occurrence sur la vidéo incarnée, sur la vidéo corporate, sur de la prise de parole, du personal branding, là ça va être assez compliqué. Ouais, super intéressant. Vous avez des questions peut-être à poser? On a déjà parlé de plein de choses, mais Pour le webinaire, moi j'ai une question parce que comme c'était enregistré, comment tu as géré les questions? Ah, c'est une très bonne question. Alors déjà, effectivement, au départ, Emilia m'a dit, mais fais-le en live, vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer. Moi, j'étais là, je fais bon, c'est notre première, donc si tu veux, je suis un peu stress quand même, donc on va faire déjà une première fois enregistré. Donc du coup, je l'ai mentionné que c'était enregistré. Par contre, moi, j'étais là pour répondre aux questions en fait des gens dans le chat. Mais il est vrai que ça a généré beaucoup moins d'interactions. C'était plus comme des gens qui viennent voir une vidéo comme s'ils allaient regarder sur YouTube, mais ils ont un rendez-vous pour regarder cette vidéo. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il y avait dans mon événement, c'était sur une matinée avec plusieurs conférences. Il y avait 2 conférences qui étaient enregistrées dans les studios ici. Les autres étaient sur du format webinaire classique. D'un coup, en fait, les gens, si tu veux, ils ont pas compris. En fait, ils ont dit on a un truc super quali, et là on rebaisse en qualité, mais on a plus d'interaction. Il y avait beaucoup plus de questions, etc. Donc, je pense que pour moi, le vrai enjeu, c'est de dire on va faire du live la prochaine fois sur ce format-là, parce que pour le coup, la table ronde dans des canapés comme ça et le podcast, enfin tout le monde en a parlé, le côté ils ont dit ouais, c'est rare de voir des webinaires aussi quali. Et ça en fait je vois que ça a vraiment marqué les gens. Et comme Emilien le disait, si on refait, nous on a une série d'événements physiques, donc c'est un événement qu'on a à l'année qui s'appelle Experience Day. Donc là je faisais l'Experience Day live, donc c'était l'objectif comme les gens peuvent pas tous venir à Lyon pour notre événement, de le faire vraiment d'un point de vue national et diffuser massivement. Donc c'est des rendez-vous. Donc nous on est en train de créer cette fameuse série dont on parlait et d'avoir vraiment une récurrence d'événements. Mais là l'objectif pour moi, comme l'événement physique est très qualitatif, il faut que là sur le live en fait j'ai le même niveau de standard. Donc de mieux le préparer, de mieux anticiper en fait ces tournages, et comme on disait tout à l'heure, que les gens soient, tu les fais tous venir le matin, tu vois ici, ils prennent leur café, ils attendent, ils voient les autres vidéos, ils discutent, etc. Puis chacun enchaîne en fait derrière les uns derrière les autres. Mais je suis d'accord, en fait la question elle est pertinente parce qu'en fait tu vois qu'il y a eu beaucoup moins d'interaction avec les gens, quoi. Mais ça suffit quand même pour marquer les esprits, et c'était ce que je recherchais. Donc voilà, à refaire, mais tu vois plutôt dans une logique en fait toute la matinée comme ça et en live. Mais là j'avoue que je serais stressé quand même. Même si je sais que ça s'est hyper bien passé, que tu vois les gars, tu sais, en fait tu vois ton retour écran. Donc tu vois en fait tac tac ça s'enchaîne, tu vois les capts et ça s'est bien passé. Et en fait si ça avait été en live, ça aurait été exactement la même chose parce que voilà, parce que c'est ça, parce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on l'a vraiment tourné donc dans les conditions du direct. Donc on s'est dit, on ne s'arrête pas, et parce que je pense que tu as des gens qui te disent, on refait, enfin on recommence, on s'arrête là. Là, du coup, tu as du montage derrière qui est aussi plus chiant. Donc forcément, là, on a dit, on fait conditions directes, et en fait, donc au final, ça aurait fait le même résultat.
Mais en fait, Ouais. c'est ça le truc, c'est que je pense, il y a certaines boîtes qui se disent qu'il faut que ça soit parfait, le live, que tout soit Ouais. vraiment millimétré et tout. Mm. Et en fait, on se rend compte qu'il y a certains formats où les speakers sont un peu plus en détente. Et du coup, voilà, des fois, même, il oublie il a zappé la slide. C'est des conneries, hein. C'est une erreur qui peut paraître, voilà, pas très pro. Et au final, en fait, c'est engageant parce que les gens trouvent ça naturel, spontané. Et voilà, c'est plus vrai, en fait. Mm. Ça fait moins fake. Manque de l'empathie. Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça. Et en Exactement. fait, aujourd'hui, comme tout est lissé, etc., bah là, d'un coup, tu sors avec quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Et voilà. Et du coup, donc notre événement physique, on l'a fait aussi tourner du coup avec Tizi. Donc là, on est à l'Embarcadère, qui est un lieu d'événementiel donc sur les bords de Saône. Et là, pour le coup, donc c'est bon l'équipe là qui est venue avec les caméras. Et derrière, en fait, bah ce contenu-là physique aussi, tu vois, ça m'a permis d'alimenter ma chaîne YouTube avec un contenu un peu différent aussi. C'est plutôt des Rex clients, aussi des tables rondes, des interviews sur scène avec du public. Et le résultat, il est aussi très cool en fait à la fin pour avoir quelque chose de très qualitatif. Et tu peux faire du short avec, et tu peux réexploiter dans tous les sens parce que voilà, t'as des focus sur les gens qui sont sur scène et c'est assez cool parce que ça rend encore une fois les trucs très authentiques. Et là, pour le coup, on était sur une scène d'un événement physique et ça marque encore plus, je trouve, que tu vois, que dans un studio parce que là, t'as encore une dimension supplémentaire à avoir. Mais tu vois, dans l'amélioration aussi qu'on peut avoir, c'est que tu vois, j'avais pas pris cette partie régie. Et en fait, bah, tu vois, c'était plus compliqué, en fait, tu vois, derrière, il y a eu, tu vois, bah, le gars de la régie, il a merdé un peu sur un moment sur le son, etc. Et du coup, bah, après, c'est ici, dans l'équipe de prod qui en pâtit parce que derrière, la qualité, elle baisse un tout petit peu. Donc, c'est ça aussi l'apprentissage pour moi, c'est dire, bah, si tu fais un événement physique, c'est aussi de prendre vraiment avec la partie régie parce qu'au moins, ils auraient eu le contrôle sur tout le truc et on aurait moins eu de stress et de bugs, etc. Tu vois. Donc, ça, c'était un apprentissage que j'ai fait parce que voilà, on l'avait c'est la deuxième fois qu'on le faisait. La première fois, ça s'était bien passé, mais coup de chance. Tu vois, la deuxième fois, il suffit qu'il y ait le moindre petit truc, le mec qui était pas attentif, le gars de la régie du lieu de l'événement, et voilà, et du coup, bah, ça empathie sur la vidéo. Et ça, c'est vrai que du coup, c'est problématique. Et là, tu peux rien dire aux équipes de prod de titre parce qu'au final, bah, c'est le gars de la régie en fait qui a merdé. Donc ça, ah bah tu peux pas. On a essayé en fait, Ouais, c'est ça. on a essayé, ça marche pas. Le C'est pour son ça est que, ouais, enfin, surtout sur le son en fait. C'est surtout sur ça. ouais, c'est ça. Surtout sur la gestion du son. Ça nous arrive souvent parce que c'est le cas, en fait, les ingénieurs de son, les régisseurs de lieux, ils sont habitués en fait à faire leur travail pour diffuser Ouais. dans un lieu à une audience. Lui, gérer le son de la salle, les vidéos sur les écrans C'est et ça. la lumière, c'est Sauf que tout. quand Mais tu fais du live et de l'enregistrement, c'est différent. différent. Tu envoies deux canaux différents et il faut savoir un peu Mm. quoi envoyer et surtout faire attention à plein de choses, quoi. C'est pour ça qu'on aime bien maîtriser toute la chaîne, avoir le réalisateur, l'ingénieur du son, enfin toute notre équipe qui gère la totalité de la vidéo et du son. Parce qu'en fait, une vidéo avec un son pourri, ça marche pas. Ouais, Donc en fait, le son est aussi important que la vidéo. clairement. Donc Voilà, c'était un apprentissage que j'ai eu et on fera mieux la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est bien de voir, tu vois. Enfin, vous après, vous êtes très connecté au contenu, voilà. Mais je pense qu'avant les événements, ils disaient toujours que la vidéo c'était un peu la queue de budget, quoi. Si on a encore du budget, on fera de la vidéo. Et je pense que de plus en plus, les organisateurs d'événements, ils se rendent compte que bah, c'est bien parce que tu captes une audience sur place Oui. et derrière, il n'y a plus rien. c'est ça. Si t'as pas de vidéo. C'est ça. Donc en fait, intégrer la vidéo et comme toi tu le fais sur du format long, du format court, du format témoignage, bah en fait, certes c'est un coût, Oui. mais je pense que derrière, en termes de nombre de contenus, de Ouais. visibilité que ça t'apporte, Clairement. ça change quand même la donne Clairement. et le retour sur Ouais. investissement, je pense. Bah, surtout, on parlait des Rex clients. Là, en fait, tu vois, c'est pas un témoignage d'un client hyper corporate et tout. Là, moi, on avait des personnes sur scène en mode, tu vois, on échange comme on est en train de le faire là. Et d'un coup, c'est 25 minutes d'un client qui parle du projet avec toi. Et en fait, le résultat, il est vraiment canon. Et moi, j'utilise dans mes pages de cas clients. On les diffuse après aussi à des prospects, etc. Et on leur dit, bah, tu vas pas regarder une vidéo d'une minute, tu vas pas lire un texte, tu vas regarder une interview sur scène en fait d'un client qui a parlé de son projet avec nous. Et l'événement, moi, je l'avais pensé dès le départ en disant c'est une création de contenu. Ouais. Un événement physique, c'est une création de contenu et donc il faut le tourner. Mais je suis d'accord, hein, le budget, ma ligne de budget sur la vidéo, sur l'événement, c'est la deuxième après le lieu de l'événement. Ouais. Et après, c'est la bouffe. Mais c'est la deuxième ligne. Mais après, j'ai 1 an de contenu. Là, sur la journée, on a fait
On a fait 6 enfin il y avait 6 formats longs. formats longs. 6 formats longs. 6 formats longs sur une journée et après exploitation machin etc. Donc Plus l'after movie. plus l'after movie évidemment. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas oublié. En fait, il y a l'after movie aussi. Donc oui, non, il y a c'est super intéressant. Puis même- Une question par rapport à ça. Comment tu incentives tes clients à venir à se mobiliser une soirée pour ou une journée, je sais pas, pour venir parler sur ton cas, Bah juste, on a les équipes qui travaillent bien, ils sont contents de témoigner. Non, en vrai, nous on a une bonne relation avec nos clients et en fait, ils sont contents de parler. En fait, je leur dis, c'est aussi, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on est tellement dans une société où ton image perso, elle est importante, même d'un point de vue pro. Bah, quand ils viennent sur scène, que je leur dis que ça va être filmé, qu'ils vont se voir, etc., ça les valorise vachement, en fait, même pour eux, tu vois, dans leur job. Et ce qui était bien aussi là, c'est qu'on a fait des Rex clients, on a même parlé des erreurs, tu vois, des choses qui sont mal passées, etc. On voulait rendre le truc très authentique. Et au final, les gens étaient vraiment contents de venir partager ça, et les autres d'écouter évidemment, mais ils étaient très à l'aise en fait de parler de ce projet-là, et ça la valorise vachement en interne parce que on est sur des sujets de transfo digital qui ont un impact très fort dans la boîte, qui sont des fois dans forte tension, etc. Et là, de dire, bah ça y est, le projet est fini, et on a eu ça comme résultat, alors on a essayé de tromper sur ça et ça et ça, mais à la fin, les gens ils sont contents, et voilà, bah du coup, eux, c'est nous, on fait venir les porteurs de projets. Et ça finalise un peu, si tu veux, tout ce processus qui est hyper stressant pour eux pendant le projet. Et, ils misent beaucoup, hein, c'est des projets qui coûtent très cher à la boîte, etc. Donc voilà, tous ne veulent pas, mais globalement, là, tu vois, on a fait venir 4 clients. Les 4, ils ont parlé sur scène devant 200 personnes. Et ils n'ont pas eu de problème pour le faire. Même pas, tu vois, elles sont sur dispo sur YouTube, ils peuvent les exploiter, etc. Mais comme c'est pas du tout leur business, tu vois, eux, ils font pas de ça. En fait, nous, tu vois, il y avait un acteur du tourisme, un de l'immobilier, donc parler de transfo digital, de CRM, tu vois, ils s'en fichent. Mais c'est pas grave, en fait, ils ont quand même valorisé aussi leur marque, leur boîte, leur perso, etc. Et donc, ça a bien marché, en fait, dans ce sens-là. Donc, mais encore une fois, c'est parce que les projets s'étaient bien passés, parce qu'on a des bonnes relations, et voilà. Et moi, Je me demande si c'est suffisant, tu vois. Enfin, oui, avoir une bonne relation client, évidemment. Mais certes. je me demande, est-ce que c'est suffisant pour le faire venir, pour qu'il se bouge. Ouais, et en plus, certains venaient, il y en a, ils venaient de Belgique, etc. Ils sont tous venus à Lyon, tu vois, pour cet événement. Voilà, donc c'est une belle marque, en fait, tu vois, pour nous aussi, de confiance, de fidélisation de nos clients. C'est encore mieux qu'une note NPS, ou, tu vois, ou même un avis écrit. C'est vraiment très fort. Et moi, tu vois, bah, chaque année, je les remercie, petit cadeau au Nouvel An. Enfin, tu vois, on essaye aussi de travailler ça, parce que c'est hyper important, même si la presta est terminée, même si on est en fin de projet, c'est toujours important de valoriser ça. Et là, ce truc, franchement, là, c'est la première fois, hein, cette année, c'est 3e édition, première fois qu'on fait venir vraiment des clients. Et ouais, c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment, vraiment cool. Et au niveau individuel, c'est super valorisant Ouais, c'est ça. Comme il y a encore peu de personnes qui posent le faire, oui. Souvent ceux qui le font, bah, mettre sur le CV ou. Ouais, clairement. Ouais. Encore une fois, ouais, je pense que vraiment de ce côté, tu vois, après, on avait un photographe aussi qui a fait des belles photos. Ça, je leur ai repartagé leurs photos. Ils étaient contents, tu vois, sur LinkedIn de repartager ça. Je pense en interne aussi, ils en ont parlé. Donc, encore une fois, je pense que moi, je le vends comme ça, en fait. Quand je demande à un cas client ou une étude client ou ce genre de choses, je leur dis, c'est aussi pour vous, pour valoriser votre projet, ce que vous avez fait. Et en fait, d'un coup, je trouve que d'avoir rajouté maintenant cette phrase-là dans mon mail, j'ai l'impression que ça a aussi déclenché, tu vois, chez les gens, se dire ouais, c'est vrai que c'est pas con. Alors après, tu vas leur dire, tu vas parler devant 200 personnes sur scène, donc tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Mais là, en l'occurrence, les 4, ils étaient OK. À la fois, ce qu'ils leur disaient, il y a que 10 technos qui viennent. Oui. Non, parce qu'ils le feraient vraiment. Ouais. Là, je pense que si, ils sont. Ouais. Mais tu vois, là, mardi, j'ai fait un petit déjeuner avec une cliente qu'on a fait venir aussi face à 20 personnes. Ouais. Bah, elle était très contente aussi de le faire, et on était là sur un événement un peu plus intimiste, petit déjeuner avec un Rex client, et donc là en l'occurrence ça marchait très bien aussi. Donc là on l'a pas filmé parce que c'était un tout petit truc, et voilà, mais oui, pour moi c'est un enjeu de dire à ses clients bah venez, on va parler de votre projet devant tout le monde et on va valoriser ce que vous faites, et puis ça va inspirer peut-être des concurrents, mais c'est pas grave, justement vous allez prendre un peu, genre dire, voilà, nous, ce qu'on a fait, comment on se positionne, en fait, aujourd'hui, maintenant. Prenez mes idées, là, j'en aurai d'autres. Ouais, exactement. Voilà. On a un peu parlé des motion design. Oui. Ça en met où? Ça marche encore? Pas trop? Comment? Parce que par exemple, on entend des solutions qui sont un peu compliquées. Donc, on a pensé à faire un motion design pour expliquer visuellement comment ça fonctionne.
pour simplifier un peu l'explication, mais on n'en voit plus trop, je trouve. Ou alors je suis pas dans les cibles, mais Bah, ça dépend ce que tu entends par marché, quoi. Parce que si l'objectif, c'est un objectif pédagogique, tu vois, pour sensibiliser, enfin pour éduquer un peu tes clients sur comment fonctionne un outil ou autre, ça fonctionne parce qu'en vrai, c'est le meilleur format même pour l'expliquer. Ce qui marche bien aussi, c'est un format mixte en fait, entre une personne qui va présenter, comme ça, tu as un peu d'humain et en même temps un peu d'animation en motion qui va peut-être illustrer un peu ce que tu es en train de dire à l'oral, quoi. Mais c'est vrai qu'on en voit moins. Nous, on a de moins en moins de demandes sur du format full motion, ou alors c'est vraiment que sur du pédagogique, quoi. Donc vraiment de la formation ou vraiment pour éduquer un peu les clients ou les prospects sur quelque chose d'assez technique et de compliqué à comprendre. Et ça, l'IA, par contre, ça doit vous aider plus. Ouais, c'est vrai. Après, on l'utilise pas vraiment sur du 100% motion parce qu'en fait, le problème, c'est que on veut un truc très précis quand on fait du motion et que l'IA, elle est pas très précise sur ce genre de truc et que si c'est pour faire 150 prompts pour arriver à faire une animation et après les mettre tout bout à bout, en fait, on a plus vite de faire le motion. Donc pour l'instant, c'est pas encore assez précis et au niveau. Tu vois, la charte graphique des clients, elle est ultra sensible. Tu vois, je peux pas faire quelque chose qui est approximatif. Donc vu que l'IA est pas parfaite là-dessus, sur la reproduction en tout cas, on l'utilise pas à 100% en tout cas là-dessus. Mais par contre, oui, on a quelques vidéos en motion, mais on en a quand même de moins en moins et enfin, on n'en a pas du tout sur la partie com externe, marketing pur pour faire de la visibilité, de la notoriété ou encore moins de l'acquisition, quoi. Puis ça peut être cher parce que ça peut être long à faire quand même. C'est hyper cher pour ce que c'est en fait. Le résultat, en fait, c'est cher pour un retour sur investissement qui est pas terrible. Donc on en fait quand même moins. Mais il y a quand même plein de boîtes qui en font encore, mais c'est plus trop à la. Tu as beaucoup parlé de retour sur investissement, mais c'est dur à mesurer de la vidéo, le retour d'investissement d'une vidéo. Ouais. C'est quoi les KPI Bah, ça dépend un petit peu de la strat et tout ça, mais après, voilà, le taux de complétion, le nombre de vues, les engagements qu'il y a derrière aussi. Si, par exemple, c'est sûr que sur un live, tu vois, on a beaucoup plus de données qui nous permettent en fait de dire qu'il y a un vrai retour sur investissement, parce qu'un webinaire, par exemple, bah, t'as un nombre d'inscrits, tu as les gens qui ont été présents, et potentiellement dans le webinaire, si tu l'animes bien, tu peux même déclencher du rendez-vous pendant le webinaire. Et donc là, on arrive vraiment à traquer toute la chaîne, quoi, jusqu'au rendez-vous et potentiellement au closing. Mais après, sur de la vidéo classique, oui, ça va plutôt être des KPIs classiques de taux de complétion, de minutes vues, derrière s'il y a eu un clic, si c'est sur LinkedIn, s'il y a eu un clic sur ton profil, s'il y a eu un message privé. Donc en fait, on va traquer un peu toutes ces données-là qui vont nous permettre de voir s'il y a un vrai retour sur investissement. Mais après, c'est vrai qu'il y a une partie, quand c'est de la notoriété, par exemple, voilà, c'est plus compliqué à traquer et à savoir exactement quel est le retour sur investissement, quoi. Mais on le voit quand même sur le moyen long terme. Quand il y a une stratégie qui est faite, qui est bien faite, avec de la récurrence, avec les bons formats, la bonne cible, en fait, on le voit sur l'augmentation du nombre de leads entrants, sur voilà, l'augmentation du chiffre d'affaires aussi, quoi, indirectement. Et même sur LinkedIn, effectivement, on voit facilement si on fait des posts de faible format, si tu fais des carousels, des textes et des vidéos, déjà, tu vois bien. Ouais. En général, les vidéos, ça marche quand c'est bien fait, effectivement. Ça dépend vraiment. Il y en a qui, du coup, qui arrivent pas à avoir de résultats, mais c'est parce que je pense qu'il y a une partie de la chaîne, en tout cas, qui a pas été bien respectée, quoi, qui a pas été bien travaillée, soit pas la bonne cible, parce qu'il y a aussi des gens, tu vois, qui sur leur profil LinkedIn, qui acceptent tout et n'importe quoi, et du coup, ils ont une audience qui est pas du tout qualifiée. Donc en fait, quand ils vont faire un contenu, qu'il soit écrit ou en vidéo, d'ailleurs, ça marche pas, mais je pense que si on respecte bien tout ce qu'on s'est dit depuis le début sur la partie stratégie, où tu vas vraiment étudier ta cible, que tu vas créer des contenus pour elle, qui vont pas forcément parler de toi, mais qui vont leur répondre à une problématique qu'ils ont, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Et il y en a plein dans plein de secteurs d'activité. Tu vois, on voit des commissaires aux comptes, même des professions réglementées, tu vois, qui communiquent pas trop en temps normal, qui arrivent sur LinkedIn avec de la vidéo bien travaillée sur des sujets très précis qui intéressent l'audience, à faire des audiences de malades, quoi, à faire des 4 millions de vues sur des vidéos LinkedIn, c'est impressionnant, quoi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment un secteur d'activité en particulier qui marche ou qui marche pas. C'est vraiment la vidéo, c'est pour tout le monde, mais il faut juste bien le faire, quoi. Et pour ça, il faut respecter pas mal d'étapes et bien travailler le fond et la forme, quoi. C'est une bonne conclusion, ça. C'était travaillé pour qu'on arrive exactement à cette conclusion. Trop bien. Bah écoute, merci encore, Emilien. Merci à toi, en tout cas. J'espère en tout cas ça vous a intéressé. C'était voilà. cool de vous rencontrer. Exactement.
Et puis c'est un bel événement quand même. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres, Ah, écoute, potentiellement ici aussi. trop bien. Merci. Oui, merci beaucoup.